Allons en République démocratique du Congo. Ce soir, je voudrais me poser une grande question. Félix Tshisekedi Tshilombo, après la prise de Goma par l'armée terroriste, néocolonialiste et impérialiste de Paul Kagame, au service des intérêts étrangers à l'Afrique, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, a promis une riposte vigoureuse. Et voici 48 heures qui viennent de se passer, sans qu'on puisse voir en quoi consiste, sur le terrain, la riposte vigoureuse de Tshisekedi Tshilombo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Mieux, ce qu'on voit sur le terrain, c'est une progression des terroristes néocolonialistes et impérialistes rwandais. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ils ne sont pas autre chose. Le M23 et les Rwanda Defense Force de Kagame, ce sont des troupes terroristes. Ce sont des troupes néocolonialistes et impérialistes au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elles sont. Et il ne faut pas que les Africaines et les Africains soient chiches en qualificatif pour décrire. Parce que ce que Kagame fait en République démocratique du Congo correspond strictement à ce que font Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel. Et au niveau même déjà de l'Afrique centrale. C'est la même activité. C'est strictement la même activité. Que font les tueurs du M23? Mais quand ils arrivent, ils tuent, ils pillent, ils violent, n'est-ce pas? Et ils arrachent les propriétés pour les vendre. C'est la même activité que les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique de l'autre côté. Et vous observerez qu'ils se comportent exactement comme les terroristes qui, à un moment donné, occupaient la ville de Kidal. Ils veulent donner l'impression de ressembler à un État, donc ils utilisent accessoirement quelques citoyens congolais, des renégats, on les utilise pour faire la façade, alors que derrière, ce sont juste des criminels au service des multinationales qui leur ont demandé de voler le coltan, l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le cuivre du Congo pour leur donner, afin que leurs industries en Europe et en Amérique tournent à plein régime. Donc, il faut déjà que les Africaines et les Africains aient le courage tranquille de nommer l'armée rwandaise comme une armée terroriste, néocolonialiste, impérialiste, au service des intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elle est actuellement, l'armée rwandaise. C'est sa description scientifique. C'est pas une insulte. Bon. Mais Tshisekedi a promis au peuple congolais, et il a promis à Mondovision qu'il allait mener une riposte vigoureuse. Mais où est la vigueur? Où est donc passée la vigueur promise par Félix Tshisekedi? Ce que nous observons, c'est au contraire que le Rwanda, les troupes terroristes néocolonialistes impérialistes rwandaises, progressent à l'intérieur du territoire congolais. Et un certain nombre de dirigeants de cette bande terroriste qui attaque la République démocratique du Congo ont dit que leur intention est de se rendre jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir et diriger le Congo. Alors, la question que je me pose ce soir est la suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un pays aussi grand et aussi peuplé que le Congo soit déstabilisé presque aussi facilement par un pays aussi petit et proportionnellement en population aussi peu peuplé que le Rwanda, si on le compare en tout cas au peuplement congolais en valeur discrète. C'est vrai que le Rwanda est surpeuplé si on établit un ratio entre la taille du territoire et la quantité de la population. Ils sont 13 millions dans un territoire extrêmement petit. Ils sont 13 millions dans quoi? Je dois vous donner ici je vais vous donner les données exactes. Ils sont 13 millions dans quoi? Alors, hop, hop, hop. Je prends un exemple. Excusez-moi, je suis en train de fermer une page avant de lire cette information-là. Voilà. Alors,
quelle est la taille du Rwanda? Alors, je vous la donne tout de suite. Rwanda, superficie. J'ai retenu essentiellement la population, mais je n'ai pas noté la taille. Alors, le Rwanda, c'est 26 338 km². Écrivez, hein, écrivez la taille du Rwanda. Le Rwanda, c'est 26 338 km². C'est un pays, certes, vallonné, mais c'est un pays enclavé, ok? Avec 445 habitants par km². C'est ça le Rwanda, hein? 26 338 km². Alors, en face, la République démocratique du Congo, RDC, RD Congo. Quelle est sa superficie? La République démocratique. 2 345 000 mètres carrés. 2 345 000 mètres carrés. Alors, au niveau de la taille, c'est ça. Au niveau de la population, selon un recensement de 2023, la République démocratique du Congo avait en 2023 102,3 millions d'habitants. 102,3 millions d'habitants. Le Rwanda en a 13 millions. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, et je l'ai publié sur ma page Facebook, ce sont les données militaires brutes entre les deux pays. Regardons la taille des armées. Les forces armées rwandaises comparées en taille aux forces armées congolaises. J'ai publié une série de captures d'écran sur ces informations à la disposition de tous ici. Bon, l'armée rwandaise, eh bien, c'est environ 33 000 membres d'effectifs. Alors que, eh bien, rien que déjà en 2010, l'armée congolaise était en 2010 à 145 000 hommes. Donc c'est une armée aujourd'hui de pratiquement 150 à 200 000 hommes dans cette fourchette. C'est les premiers chiffres que j'ai pu trouver. On a d'un côté 33 000 hommes et de l'autre côté 145 000, 150 000. On a d'un côté plus de 2 millions de kilomètres carrés et de l'autre côté à peine 26 000 kilomètres carrés. Donc la question est la suivante. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la faiblesse de l'armée congolaise face à l'armée rwandaise? Qu'est-ce qui explique cela? C'est un vrai casse-tête, intellectuellement parlant. Et bien sûr, les militaires, les économistes, les géostratèges, les géopoliticiens spécialisés dans les questions militaires seraient bien mieux placés que moi pour analyser le problème. Mais qu'est-ce que j'ai vu assez rapidement? La première chose que j'ai vue, c'est quand je me suis intéressé à l'histoire de l'armée congolaise. Je suis allé regarder l'histoire de l'armée congolaise, les chefs d'état-major depuis 1960. Écoutez le nom des chefs d'état-major. Je me suis d'abord intéressé à l'histoire. Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda? Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda sur la République démocratique du Congo? Je suis allé regarder l'histoire. Premier chef d'état-major, Victor Lundula. Deuxième chef d'état-major, alors Lundula était général. C'était en 1960. En 1964, c'est Joseph Désiré Mobutu, le colonel. Entre 1970 et 90, c'est Jean-Pierre Somao Bodo Mbele, un général. Ensuite, c'est Babia Zombi, un général. Ensuite, c'est Singa Boyenge, un général d'armée toujours. Ensuite, c'est Eluki Monga Aoundu, un général. Ensuite, c'est Loponda. Jusqu'en 1990, c'est eux. Ils sont presque tous originaires de la même province que Mobutu, l'Équateur, le Haut-Zaïre. Entre 1990 et 1991, c'est Mazembe Waibanga, général de corps d'armée. 1991-93, c'est Mayele Lioko Bokungu, général. Entre 1993 et 1996, c'est Eluki Monga Aoundu qui revient comme général, toujours originaire de l'Équateur. Entre 1996 et 1997, c'est Mayele Lioko Bokungu, un général, originaire de l'Équateur, la province de Mobutu. Eh bien, à partir de 1997, bon, donc Mayele se fait tuer d'ailleurs, 1997-98, là on trouve le nom de quelqu'un qui s'appelle James Kabarebe. Mais qui est James Kabarebe? Astafroullah, c'est un Rwandais. Un Rwandais s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise.
un officier rwandais en exercice comme officier au Rwanda s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise entre 1997, c'est-à-dire la chute de Maélé, la chute de Mobutu, et juillet 1998, soit pratiquement un an. Là, ça commence à tilter. Ça me pose la question de savoir, mais pourquoi et comment un officier rwandais peut s'être retrouvé à la tête de la République démocratique du Congo. Je continue à lire. Après James Kabarebe, en 1998, c'est Célestin Kifwa. Mais Célestin Kifwa est originaire du Katanga. Et qui est président après que James Kabarebe ait été chassé avec plusieurs autres soldats rwandais de l'armée congolaise par Laurent Désiré Kabila. Qui est président? C'est Laurent Désiré Kabila. De quelle province est-il originaire? Le Katanga. On continue à lire. Donc, ensuite, entre 1998 et 2001, c'est Joseph. À partir de 2001, ça va être Joseph Kabila. Entre 1998 et 2001, il y a Sylvestre Louecha, puis Joseph Kabila qui vont prendre la relève. Ils sont tous du Katanga. On continue. 2001, 2004, Baudouin Liwanga Mata Nyamuniobo. C'est un amiral et originaire de l'Équateur. Qui est président à partir de 2001-2004? C'est Joseph Kabila. On continue. 2004-2007, Philémon Kisempia Sungilanga, un lieutenant général originaire de la région de Lomami. Puis 2007-2008, c'est Dieudonné Kayembe Mbandakou, lieutenant général originaire du Kasaï oriental. Puis 2008-2018, Didier Etumba Longomba, général d'armée originaire de l'Équateur. 2018-2022, eh bien, Célestin Mbala Moussense, général d'armée originaire du Bas-Congo. Christian Chiwewe Songesha, 2022-2024, il est originaire du Katanga. Et depuis 2024, c'est Jules Banza Mouilambwe. Bon, on n'a pas précisé la région de laquelle il vient, mais qu'est-ce que j'observe? Rien qu'en étudiant la liste des responsables de l'état-major, je me rends compte que la plupart du temps, les présidents congolais nomment chef d'état-major quelqu'un qui est originaire de leur région. La plupart du temps. C'est pas systématique. Ça, c'est déjà le premier indice des faiblesses d'une armée. Quand une armée est organisée sur le principe de la dominance ethnique, c'est pas une véritable armée nationale. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans les armées nationales en Afrique, après les pseudo-indépendances des années 60. C'est que, pour se stabiliser, les dirigeants politiques éprouvent le besoin de confier les forces de défense et de sécurité aux ressortissants de leur groupe ethnique. Ce qui amène à une concentration du pouvoir militaire dans une partie du pays au détriment des autres. Et par conséquent, lorsque le régime est attaqué, à l'intérieur même de l'armée, il y a une certaine attitude de désinvolture qui consiste à dire de toutes les façons, si le chef tombe, et comme il n'est pas de mon groupe ethnique, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura une chance pour qu'un nouveau chef monte qui sera de mon groupe ethnique. Je suis en train d'étudier les raisons de la faiblesse de l'armée congolaise. Comme toutes les armées africaines issues du processus colonial, sa faiblesse, l'une de ses faiblesses fondamentales, c'est que c'est une armée tribalisée. Les alternances au sommet de l'État entraînent des alternances au sommet de l'armée et des variations d'attitude du pouvoir politique envers les forces de défense et de sécurité. Les pouvoirs politiques néocolonisés, les pouvoirs politiques issus de ces processus bancaux que sont les pseudo-démocraties africaines, ces pouvoirs politiques sont de fait fragiles et ont besoin d'être rassurés par des armées tribalisées. Quand on regarde ce qui se passe dans l'armée de la République démocratique du Congo, depuis que Félix Tshisekedi est venu, on voit que dès qu'il est arrivé, il s'est mis à y accorder une prépondérance aux ressortissants de sa région. Mais c'est exactement ce que Kabila a fait quand il est venu. Il a commencé à accorder de l'importance justement aux Katangais. Mais c'est exactement ce que Mobutu faisait quand il était là. C'était les gens de l'Équateur et du Haut-Zaïre, essentiellement, qui commandaient les postes sensibles de l'armée. Tant qu'on a construit une armée de cette façon-là, sans la volonté de construire un embryon de la nation à l'intérieur de l'armée, sans l'élévation du niveau de conscience des officiers et des troupes au service du pays comme bien commun, sans une conscience panafricaine, celle que Lumumba voulait inspirer à cette armée, on est condamné à avoir une armée qui n'a pas le mental nécessaire à un combat collectif.
Premier problème donc, la tribalisation. Deuxième problème qui est la conséquence de la tribalisation de nos armées, et c'est le cas au Congo, la corruption. Puisque le traitement n'est pas le même en fonction de l'origine du soldat, en fonction de l'origine de l'officier, en fonction de la région dans laquelle on opère, il s'ensuit que dans l'armée, le favoritisme est un facteur de division. Et plusieurs militaires congolais ont dû combattre dans des conditions insupportables quand on les compare au luxe dans lequel vit la classe politique congolaise, ou au luxe qui est réservé à un certain type de militaires proches, soit par l'ethnie, soit par la faveur personnelle, eh bien, du sommet du régime. Donc, le deuxième facteur de démoralisation des armées, c'est la corruption. La corruption. Vous savez que, de toute façon, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme en politique marchent avec la corruption. Les gens de ton ethnie ne sont pas contents que tu sois au pouvoir seulement parce que tu es de leur ethnie. Ils sont contents que tu sois au pouvoir parce que tu dois voler pour leur donner. Et c'est ça le problème. Deuxième problème, la corruption. Troisième problème, incontestable, et l'armée congolaise a ce problème. Alors que Kagame s'est efforcé d'uniformiser au maximum son armée. En face, Kagame n'a pas les mêmes problèmes. Il n'a pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de donner un traitement standard à toute son armée. Ça, c'est une qualité des troupes de Kagame. Il s'efforce de les traiter toutes avec le plus grand respect, avec la plus grande attention. Il s'efforce vraiment de leur donner le maximum de ce que le Rwanda peut donner à ses soldats. Et voilà pourquoi il est difficile, par exemple, au Congo, de distinguer un milicien du M23 d'un soldat rwandais. Parce qu'ils sont traités pareil. Ils sont encadrés de la même façon. Ils dorment dans les mêmes bivouacs. Ils mangent dans les mêmes assiettes. Ils parlent la même langue. Ils parlent sous le ton des mêmes chefs. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où vient la faiblesse de l'armée congolaise. Elle est faible là où le Rwanda est fort. Et du coup, dans l'armée de Kagame, eh bien, les pratiques de corruption ne démobilisent pas. Le régime de Kagame, c'est un régime hautement corrompu. Mais c'est un régime qui pratique une bonne redistribution. De telle façon qu'à l'intérieur de son armée, il est moins facile de fissurer par la corruption, puisqu'il veille à assurer des conditions à peu près égalitaires de vie à sa troupe. Kagame a l'avantage d'être un général d'armée et un homme de terrain. Il sait ce que les militaires n'aiment pas. Kagame sait ce que le soldat n'aime pas, puisqu'il est un soldat de formation. Il connaît ça par cœur. Et avec le pragmatisme que les anglo-saxons lui ont appris, il applique ce que l'expérience lui a appris. C'est un empiriste de très grande qualité. C'est pas du tout un fainéant, Kagame. Donc, là où, en face, le tribalisme, en face, le népotisme, le clientélisme paralyse l'armée congolaise, de l'autre côté, Kagame s'efforce de pratiquer un égalitarisme militaire incroyable, au point que vous êtes même dans l'incapacité de distinguer les troupes mercenaires et les troupes d'État. Vous voyez comment ils ont pénétré à Goma, avec la même discipline. Vous ne pouvez pas distinguer un Rwandan Defense Force classique d'un milicien. Quand c'est Kagame qui est derrière le projet, il les traite tous pareil. On continue. Troisième faiblesse, et celle-là, elle ne dépend pas uniquement, en quelque sorte, de la RDC, c'est que les parrains communs de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi, c'est l'Union européenne, c'est Israël, n'est-ce pas? C'est la puissance anglo-américaine. Ce sont les parrains. Donc les deux protagonistes ont les mêmes parrains. Et le parrain occidental a décidé de privilégier en fourniture d'armes stratégiques, en renseignement stratégique, le petit Rwanda. Il y a un déséquilibre au niveau de la fourniture d'armes, il y a un déséquilibre au niveau de la fourniture de renseignements, il y a même un déséquilibre au niveau de l'aide financière à finalité militaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La République démocratique du Congo a plus de mal à se procurer de bonnes armes que le Rwanda. Et ce déséquilibre, cette asymétrie au niveau de l'approvisionnement en matériel militaire, elle a été voulue par l'Union européenne, elle a été voulue par les États-Unis d'Amérique, elle a été voulue par la Grande-Bretagne, parce que ces pays-là, les pays occidentaux, considèrent que Kagame est le représentant attitré de leurs intérêts.
L'Union européenne, par exemple, a signé un traité de coopération économique avec le Rwanda à propos de l'exploitation des ressources naturelles stratégiques qu'on trouve dans le sous-sol de la République congolaise démocratique. C'est-à-dire que l'Europe s'est permise d'acheter, ou plutôt de se procurer, les richesses du Congo à travers le Rwanda. Positionnant littéralement le Rwanda dans la posture de tuteur du Congo, le Rwanda devenant le médiateur entre la République démocratique du Congo et le commerce international des matières premières. C'est ce qu'a fait l'Union européenne, avec l'approbation des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui ferment les yeux dessus, d'autant plus que ça leur profite aussi. D'accord? Donc il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et ça, c'est un troisième niveau d'appréciation qui est important. Enfin, il y a un dernier niveau. On voit très bien que les forces armées de la République démocratique du Congo ne possèdent pas, ne maîtrisent pas une doctrine militaire. Ils n'ont pas une doctrine militaire puissante. Il n'y a pas un discours de la méthode qui unifie puissamment les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Parce qu'à la tête de la République démocratique du Congo, il y a quelqu'un qui veut manger à tous les râteliers. Il y a quelqu'un qui n'a pas de doctrine militaire. Félix Tshisekedi n'a pas de doctrine militaire. Il n'a pas de doctrine militaire parce qu'il sait qu'il est un vassal de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme occidental. Et que pour tout vassal, la seule doctrine militaire qui existe, c'est la soumission à l'OTAN, la soumission à l'UE, la soumission au duo anglo-américain. Quand vous êtes dans une logique de soumission à l'OTAN, à l'UE ou au duo anglo-américain, vous ne pouvez pas avoir de doctrine militaire. Or, Kagame, lui, il se considère comme un membre de l'OTAN en Afrique. Il se considère comme un membre de l'alliance hégémonique occidentale dans le monde. Il faut que vous entriez dans la psychologie de Kagame. Alors que Tshisekedi se considère comme un vassal de l'Occident et a peur. Kagame, lui, participe aux décisions de l'Occident à propos de ce qui se passe justement en Afrique australe. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de la soumission à l'Occident, Kagame participe à un niveau de décision supérieur à celui de Tshisekedi. Kagame travaille étroitement avec la CIA depuis très longtemps. Il l'a dit dans son livre que j'ai ici, L'homme de fer. Il a témoigné lui-même que très tôt, la CIA lui a permis d'entrer et de sortir des États-Unis avec des sommes d'argent qui ne sont pas permises à des citoyens ordinaires. Kagame l'a sorti avec des millions de dollars dans sa valise comme ça. Il montait avec ça dans l'avion. Il passait, il a écrit dans son livre, L'homme de fer, qu'il lui était permis d'entrer et de sortir avec des sommes d'argent énormes des États-Unis. Pourquoi? Parce que très tôt, il a été recruté par la CIA. C'est un agent de la CIA, c'est un représentant de la CIA, Kagame. Donc, il a un niveau de largesse que Tshisekedi n'a pas. Du coup, lui, il participe aux décisions. Voilà pourquoi vous voyez que Kagame est très calme. Les États-Unis le menacent verbalement, les déclarations de l'Union européenne verbales, les déclarations françaises verbales, les déclarations britanniques verbales, Kagame s'en fout de ça. Il sait que lui, il participe au plan. Il est dans le plan. C'est dans l'intérêt des multinationales des pays occidentaux que Kagame attaque le Congo. Donc, il sait que pour se protéger, ceux-ci sont obligés de tenir un double langage. Condamnation diplomatique sans sanction économique ni sanction militaire. J'espère que vous avez remarqué que c'est la ligne de l'Occident. Condamnation diplomatique, mais pas de sanctions économiques, pas de sanctions militaires contre le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda agit pour les intérêts de l'Occident. Et c'est ce qui a été dit au député Mounir Satouri. Mounir Satouri est un député, au Parlement européen, qui a, devant le Parlement européen, accusé l'Union européenne d'être derrière le Rwanda et de financer en fait la guerre atroce qui est livrée contre le peuple congolais. Le commissaire européen chargé de la coopération avec le Rwanda lui a dit que lui, il n'avait pas le même type d'information que Mounir Satouri. Il n'a pas le même type d'information. Et que la coopération entre l'Union européenne et le Rwanda est l'une des meilleures au monde. Voilà ce que le commissaire du Parlement européen chargé de la coopération avec le Rwanda a répondu à un député qui lui faisait observer que pactiser avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières au Congo, c'est financer en réalité l'armée rwandaise pour aller terroriser, massacrer, piller le Congo. Le représentant attitré de la politique européenne du Rwanda a répondu que pour les Européens, le Rwanda est un bon partenaire. Mais oui, c'est un bon partenaire. Pourquoi? Parce qu'il pille le Congo, mais pour les multinationales occidentales. C'est aussi simple que ça. Et
Tout ça a été formalisé dans un traité sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières. Rendez-vous compte de l'incongruité qu'il y a pour l'Union européenne à signer un traité de commercialisation des matières premières avec un pays qui n'en a pas dans son sol, le Rwanda. En partant du principe que ce pays va aller les arracher en République démocratique du Congo et les leur brader. C'est ça le principe du traité qui a été signé. Alors, donc ça c'est une raison fondamentale. Enfin, je viens à la 5e raison pour laquelle l'armée congolaise, alors elle n'a pas de discours, pourquoi? Parce que Tshisekedi est un exécutant. Il ne participe même pas à l'endroit où on discute du plan, c'est un exécutant. C'est un exécutant, c'est quelqu'un qui reste à la porte, la réunion finie, et on sort lui dire les conclusions. Il n'entre pas. Alors que Kagame participe aux hautes réunions de l'OTAN et de la CIA. Museveni participe aux hautes réunions de l'OTAN et de la CIA. Pas Tshisekedi. Tshisekedi attend dans les couloirs. On vient avec les conclusions pour lui donner. Enfin, donc, je viens au dernier point qui est extrêmement important. Si l'armée congolaise ne parvient pas à reprendre de l'initiative, bien sûr, on a fait la liste. C'est une armée tribalisée, c'est une armée qui est fortement corrompue, c'est une armée qui n'a pas un discours de la méthode, elle n'a pas une vision qui la domine. Pourquoi? Parce que ses patrons sont eux-mêmes soumis. C'est une armée sous-équipée, fortement sous-équipée, et ça a été voulu. Depuis, eh bien, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et avant son assassinat, depuis l'assassinat de Lumumba, on a veillé à ce que le Congo ne devienne jamais une grande puissance militaire. Et ça a été prévu dans les grands plans, eh bien, hégémoniques de l'Occident. Puisque ce pays est un scandale minier, il ne faudra jamais laisser ce pays vivre en paix. Il ne faudra jamais laisser les filles et les fils de ce pays décider de l'usage de leurs richesses. Ça a été décidé. Et c'est le contenu de la lettre du 2 août 1939, écrite par Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. Il lui dit, pour nous assurer la suprématie dans le monde, nous devrons veiller à contrôler les matières premières stratégiques du Congo belge, comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'est écrit noir sur blanc. La lettre d'Einstein, l'un des contributeurs scientifiques à la découverte de la bombe atomique, sa lettre à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Vous la trouverez facilement si vous la tapez sur Google. Lettre d'Einstein à Roosevelt sur le Congo. Einstein explique à Roosevelt qu'on ne peut pas laisser aux Congolais les richesses qu'ils ont. Si on les laisse, ça risque de profiter aux Russes. Ça risque de profiter aux Soviétiques, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque. Ça risque de profiter aux nazis. Bref, en tout cas, à une autre puissance que les États-Unis. Il faut mettre la main dessus. Alors, comment mettre la main dessus? Mais en imposant des valets, des vassaux, comme Mobutu Sese Seko. Et comme ceux qui lui ont succédé en dehors de Laurent Désiré Kabila, qui a su faire volte-face. Donc, la 5e raison pour moi, c'est le fait que Tshisekedi est incapable de changer de doctrine parce qu'il est soumis. Il a peur d'être rectifié par les néocolons et les impérialistes occidentaux. Et pourquoi a-t-il peur? Mais parce que l'armée congolaise est profondément infiltrée par ses ennemis. Rendez-vous compte qu'en 1997, cette armée a pu accepter d'être dirigée pendant un temps par un officier rwandais, James Kabarebe, qui est retourné au Rwanda. Comment le Grand Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, peut laisser un officier rwandais être même pendant un an? Eh bien, c'est bien parce que, en fait, depuis très longtemps, le régime rwandais, notamment celui de Kagame, a infiltré à tous les niveaux. Il a infiltré l'armée congolaise. Et l'un des moyens qu'il a utilisé pour infiltrer l'armée congolaise, c'est l'exploitation de la diversité ethnique du Congo. En raison de la proximité entre le Rwanda et le Congo, des populations rwandophones, avec le temps, se sont installées en territoire congolais. Et ils sont devenus des ethnies, des groupes ethniques sédentaires. C'est le cas, par exemple, des rwandophones congolais qu'on appelle les Banyamulenge. Ce sont des migrants venus du Rwanda et qui s'installent dans l'immense Congo et puis qui progressivement sont aujourd'hui relativement traités comme des populations autochtones. Alors que leurs migrations sont très récentes et la plupart d'entre eux d'ailleurs, en arrivant au Congo, possédaient déjà des papiers rwandais. Possédaient d'abord des papiers rwandais. Bon, mais peu importe. Kagame va utiliser cette partie minoritaire de Congolais rwandophones pour infiltrer toute l'armée. Et vous vous souviendrez toujours que c'est un Rwandais qui a assassiné
Le président Laurent Désiré Kabila, c'est un soldat congolais rwandophone, Rachidi Kazereke, qui va assassiner Laurent Désiré Kabila dans son bureau à Kinshasa. Vous pouvez donc imaginer que toute la chaîne de commandement de l'armée congolaise est infiltrée par des individus comme ça, qui ont déjà été achetés par le Rwanda, et à travers le Rwanda, les impérialistes occidentaux. Vous comprenez? Donc c'est une armée infiltrée. C'est-à-dire que Tshisekedi n'est même pas capable d'avoir un secret. D'abord, il ne peut pas avoir un secret parce qu'il est écouté par ses maîtres occidentaux qui donnent à Kagame toutes les informations nécessaires. D'accord? Et puis, il est même infiltré à l'intérieur de son armée par les Congolais rwandophones, dont certains ont été retournés par Kagame. Et sont des espions en sommeil à l'intérieur du pays. Voilà la situation. Voilà pourquoi toutes les manœuvres de l'armée congolaise pour reconquérir ses positions sont inefficaces. Parce que Kagame est informé avant même que Tshisekedi ne sorte de son bureau. Kagame sait déjà. Et c'est avec cette efficacité qu'il a fait éliminer justement Laurent Désiré Kabila. À qui a profité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? À Kagame. On sait très bien que Kagame en voulait à Laurent Désiré Kabila parce que celui-ci, après avoir été aidé pour prendre le pouvoir à Kinshasa contre Mobutu, s'était retourné contre Kagame et Museveni, s'était appuyé sur l'Angola et le Zimbabwe pour les chasser, ce qui avait donné la première guerre mondiale d'Afrique centrale. Vous vous en souvenez? Donc, en fait, Tshisekedi qui est là, c'est un homme en sursis. Parce que les hommes de Kagame sont infiltrés jusque dans Kinshasa. Quand vous entendez la direction, eh bien, des troupes terroristes du M23 et des Rwandan Defense Force dire, nous allons aller jusqu'à Kinshasa, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont à Kinshasa. Ils y sont. C'est ça l'information qu'ils donnent. Et voilà ce qui explique la faiblesse de l'armée congolaise. Je conclus ce point en disant, l'armée congolaise ne peut pas redevenir une armée puissante. Un, si elle ne met pas fin à ses alliances avec les puissances tutélaires de l'armée rwandaise. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes tuteurs que l'armée rwandaise et la combattre efficacement. Car au niveau même simplement du renseignement, vous êtes anticipé, grâce à vos tuteurs communs, vous êtes anticipé par le Rwanda. En sachant très bien que le beau rôle a été réservé au Rwanda par les impérialistes occidentaux, vous n'avez pas intérêt à avoir les mêmes maîtres. Donc il faut, premier acte, une rupture géopolitique et géostratégique. La question c'est, est-ce que Tshisekedi est à la hauteur d'une telle rupture? Ma réponse est non. C'est un poltron. Il n'a pas la carrure. Ce n'est pas l'homme de la situation. Deuxième élément important, une réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo sur la base du principe révolutionnaire. Il faut retrouver ce que Lumumba, ce que Pierre Moulele, ce que Laurent Désiré Kabila, entre autres, voulaient pour l'armée congolaise. Il faut reprendre le chantier là où il s'est arrêté, avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et bâtir une armée nationale congolaise. Et c'est pas compliqué. Pour bâtir une armée nationale congolaise, il faut traiter tous les soldats à tous les grades et à tous les degrés de la même façon. Il faut veiller à ce qu'il y ait une égalité de traitement pour tous les soldats du même grade, du même degré. Introduire de la justice dans cette armée et mettre à la disposition de cette armée les moyens optimaux pour qu'elle ne soit tentée par aucune corruptibilité facile. Il faut soigner l'armée, mais y introduire de la justice. Transcender la privilégiature de l'ethnie. C'est la deuxième chose. Seul un gouvernement révolutionnaire panafricaniste peut faire ça. Troisième chose, mais la République démocratique du Congo doit clairement solliciter les alliances des pays qui sont restés attachés au processus du panafricanisme révolutionnaire. On a raconté à un moment que M. Tshisekedi voulait venir en Afrique de l'Ouest, etc., pour requérir les conseils de ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Moi, je n'ai jamais pu vérifier cette information à un haut niveau, ni sur le site officiel de la République démocratique du Congo, à ma connaissance, à moins que les choses aient changé, ni sur le site officiel de la République du Mali. Je n'ai vu trace de l'idée d'un voyage de Tshisekedi en Afrique de l'Ouest. En fait, pourquoi aurait-il besoin d'aller en Afrique de l'Ouest? Mais il a l'ambassadeur de Russie à Kinshasa, il a l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Il les convoque et il les charge de messages spéciaux pour leur président. Il peut parler avec leur président à travers leurs moyens de communication. Tshisekedi. Il n'a pas besoin de prendre son avion pour sortir du Congo. Mais il n'a pas la capacité de le faire. Parce qu'il a beaucoup plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Le problème de Tshisekedi est bien celui-là, c'est un otage de l'oligarchie occidentale. Parce qu'il a plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Vous comprenez? Il a plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. C'est un problème personnel pour Tshisekedi. S'il a amassé de la fortune, c'est ici.
en Occident qu'il la garde. Alors, par conséquent, prendre pour lui le risque d'une réorientation géostratégique, géopolitique, comparable à celle d'Assimi Goïta, de Traoré Ibrahim, ou d'Abdourahmane Tiani, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est trop demander à ce monsieur. Ce monsieur ne possède, son volant ne s'est pas tourné. Il file droit sous la domination. Et il veut bercer les Congolais d'illusions. Alors, l'armée congolaise est potentiellement supérieure à l'armée rwandaise. Une armée congolaise réorganisée, avec une égalité pratiquée dans l'armée, une corruption extirpée de l'armée, une armée congolaise correctement fournie en armes et munitions, une armée congolaise dotée de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire qui avait été le cœur de sa formation sous Lumumba, sous Pierre Moulele, et cette formation qui reprenait avec Laurent Désiré Kabila, cette armée-là balaie les troupes rwandaises du sol congolais et va jusqu'à Kigali déloger Kagame. Mais seule une telle armée peut justement stimuler la volonté des pays qui ont conservé la tradition panafricaniste révolutionnaire jusqu'à un certain point, comme l'Angola, comme le Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud. Et il y a un pays très à côté là de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui brûle d'envie de participer à la résolution de ce problème, c'est le Burundi. Le Burundi qui a averti que si on laisse le Rwanda continuer à envahir le Congo comme cela, c'est qu'on est en train de semer les conditions d'une véritable guerre mondiale africaine. Un conflit qui va être régional et continental commence. Parce que si on laisse Kagame commencer à s'installer comme il est en train de faire au Congo, il va accumuler de la force pour attaquer les autres. Et les autres n'ont pas intérêt à laisser Kagame continuer à croître en puissance. Un Kagame puissant signifie un Burundi en danger. Ça signifie toute une Afrique centrale. Eh bien, la République centrafricaine en danger, le Cameroun en danger, le Gabon en danger, le Congo-Brazzaville en danger, l'Angola en danger, l'Afrique du Sud en danger. Parce qu'en fait, Kagame, c'est qui? C'est l'impérialisme occidental. Si Kagame prend de l'ampleur sur le Congo, c'est fini. La recolonisation totale et complète de l'Afrique centrale aura été réalisée. Il faut que vous preniez conscience du fait que Kagame fait partie du plan de l'OTAN. Un peu comme les pays de la CEDEAO font partie du plan de l'OTAN pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. L'Ouganda et le Rwanda sont dans le plan de l'OTAN pour contrôler l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Et il faut vraiment les voir venir. Il faut bien les voir venir. Mais c'est un gouvernement panafricaniste révolutionnaire à Kinshasa qui peut obtenir l'engagement angolais, l'engagement burundais, l'engagement zimbabwéen, obtenir l'engagement sud-africain à un plus haut niveau que maintenant. Parce que l'un des obstacles à l'engagement beaucoup plus massif des troupes angolaises, des troupes sud-africaines, des troupes burundaises, ou des troupes j'ai cité les troupes burundaises, j'ai cité les troupes angolaises, j'ai cité les troupes sud-africaines, ou des troupes zimbabwéennes. Mais l'obstacle, c'est la nature du régime qui est à Kinshasa. Pourquoi voulez-vous que les Zimbabwéens fassent confiance à quelqu'un qui n'a même pas le courage de libérer son pays? Qui n'a même pas le courage de nommer clairement l'ennemi? Pourquoi voulez-vous que les Angolais le prennent au sérieux? Puisque s'il s'engage, le lendemain, il est trahi. Pourquoi voulez-vous que les Burundais s'engagent davantage alors que Tshisekedi n'est pas un homme de parole? Alors que Tshisekedi est un homme artificiel, un homme vraiment au comportement d'homme de paille. C'est la nature du régime qui est à Kinshasa qui explique la difficulté des alliés à entrer pleinement dans l'affaire. Or, et ça c'est le deuxième point que j'aborde, en rapport avec le premier dans cette émission, j'ai bien suivi la passe d'armes qu'il y a eu entre les présidents sud-africains et rwandais. C'est une véritable passe d'armes qu'il y a eu par leur page Twitter interposée. Les deux dirigeants ont publié leur version du conflit. Parlons-en. J'ai regardé d'abord la déclaration du président sud-africain, après qu'une dizaine, maintenant on sait que c'est pratiquement 13 soldats sud-africains aient été tués en République démocratique du Congo par les hommes de Kagame, par les terroristes néocolonialistes impérialistes de Kagame. Voici ce qu'a dit le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a fait la déclaration suivante. Il a dit: chers Sud-Africains,
Suite à la récente intensification des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a perdu 13 valeureux soldats dévoués à leur mission et engagés en faveur de la paix. Les combats sont le résultat d'une escalade du groupe rebelle M23 et des milices des forces de défense rwandaises RDF qui ont engagé le combat contre les forces armées de la RDC et qui attaquent les soldats de maintien de la paix de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. La mission s'appelle la SAMI DRC. Au nom du gouvernement de la population de notre pays, j'exprime nos plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues. Nous inclinons la tête en l'honneur de leur combat héroïque et vaillant pour la paix. Nous les honorons et les pleurons. Tout le soutien nécessaire est apporté aux familles des défunts et aux familles des blessés. Le processus de rapatriement des restes des défunts est en cours. Les attaques contre les soldats de maintien de la paix ont entraîné la mort de membres de la SAMIR RDC, provenant d'autres pays contributeurs de troupes, à savoir le Malawi et la Tanzanie. Ainsi que de membres de la brigade de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à RDC et la MONUSCO. Nous honorons toutes les vies perdues et transmettons nos condoléances à leurs familles, au gouvernement et aux citoyens. La situation à Goma et à Sake, où sont stationnés nos troupes et leurs homologues, reste très tendue, volatile et imprévisible. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Mme Angie Motiega, le chef de la South African National Defense Force, le général Rudzani Mafwanya, et le commandant de la force Samir DRC, le major général Monwabisi Diakopu, eh bien, veillent à ce que les forces de la SAMI RDC restent bien équipées et suffisamment soutenues pendant cette mission critique. Nous sommes préoccupés par les spéculations sur l'état de nos troupes et les conditions de combat. Tous les Sud-Africains doivent se rallier à nos courageux hommes et femmes qui ont consacré leur vie à ramener la paix sur notre continent. La présence militaire de l'Afrique du Sud dans l'Est de la RDC ne constitue pas une déclaration de guerre contre un pays ou un État. Les membres de la Force de défense nationale sud-africaine présents en RDC participent aux efforts de la SADC et des Nations Unies pour amener la paix et protéger des milliers de vies constamment menacées par le conflit en RDC. La présence des forces de SAMI RDC démontre l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la RDC dans ses efforts visant à parvenir à une paix et une stabilité durable et à terme, créer un environnement propice au développement et à la prospérité durable. Nous saluons la position récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa séance extraordinaire sur la situation en RDC, qui appelle à la fin immédiate des hostilités, à l'arrêt de l'expansion territoriale du M23, au retrait des forces extérieures de la RDC et la reprise des pourparlers de paix dans le cadre du processus de Nairobi. Avant-dernier paragraphe. L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée conformément à la Charte des Nations Unies sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des autres États. Nous appelons toutes les parties à ce conflit à adhérer pleinement aux efforts diplomatiques actuels visant à trouver une solution pacifique, notamment en respectant les accords du processus de Luanda. Nous devons faire taire les armes sur notre continent pour parvenir à un développement inclusif et à la prospérité. Je vous remercie. Fin de citation du texte publié sur sa page Twitter par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors, qu'est-ce que je relève? 1. Que le président sud-africain attribue au Rwanda l'assassinat de 13 soldats des forces sud-africaines. Attribue au Rwanda l'assassinat de soldats de la mission des Nations Unies, de soldats tanzaniens, de soldats ressortissants de plusieurs autres pays, notamment comme le Malawi. Ça, c'est le premier fait. C'est le Rwanda qui a tué les soldats sud-africains, en République démocratique du Congo. Deuxième fait, l'Afrique du Sud décide de renforcer son dispositif militaire pour parer à l'imprévisibilité et à la volatilité de la situation. Et puis, troisième fait, l'Afrique du Sud prend à témoin le monde entier sur le fait que c'est dans le cadre du droit international qu'elle est présente en Afrique, en RDC, et que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC ne doit souffrir de rien. Bref, Cyril Ramaphosa se contente de rappeler les fondamentaux. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Ramaphosa a-t-il ce ton modéré et posé? La réponse est toute simple. Ce n'est pas parce que l'armée sud-africaine ne peut pas décapiter toute l'armée rwandaise en une journée de combat. Si l'aviation sud-africaine décidait de pilonner Kigali, il y aurait plus de gouvernement à Kigali, il y aurait plus de bâtiments ministériels à Kigali. Si l'armée sud-africaine décide d'attaquer le Rwanda, Kigali, le Rwanda va être pulvérisé. Les capacités militaires ne sont pas comparables entre les deux pays. Mais l'attitude, en réalité, de
L'attitude de Cyril Ramaphosa s'explique par autre chose. Elle s'explique par le fait qu'il sait que c'est pas le Rwanda, le tout petit Rwanda là, qui a les muscles suffisants pour attaquer la République démocratique du Congo ou pour tuer les soldats sud-africains. C'est parce que le président sud-africain sait que derrière le Rwanda se trouve l'OTAN. Et que l'OTAN est à la recherche de raisons d'installer une guerre durable de déstabilisation de toute l'Afrique centrale, comme condition de son accès facile par le pillage aux ressources naturelles du sol d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Je recommence l'explication. Qu'est-ce qui explique la modération de Ramaphosa? Ramaphosa ne regarde pas Kagame, il regarde qui est derrière Kagame. Il sait que c'est l'OTAN. Et il sait que dans les plans de l'OTAN, il y a toujours la stratégie d'utiliser un proxy qui va provoquer un géant de la sous-région et le faire basculer dans une guerre qui va être l'occasion pour l'OTAN de fatiguer le géant. C'est comme ça que l'OTAN opère avec Israël au Moyen-Orient. Vous avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ukraine en Europe. Vous avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ouganda et le Rwanda en République démocratique du Congo. Vous avez bien observé. C'est comme ça que l'OTAN opère en Afrique de l'Ouest avec les micro-États, les États voyous de la CEDEAO. Vous avez bien remarqué. Ils essayent toujours de créer des guerres et ils se cachent derrière leur proxy pour attiser la guerre, affaiblir la sous-région et imposer leur présence. Et le tour est joué. Le pillage des matières premières peut reprendre de plus belle. Vous avez compris ou pas? Je suis ici en train de vous expliquer la géopolitique de la guerre hybride, les guerres hybrides de l'OTAN. Vous comprenez? Donc si, et j'ai vu que certains ont fait des commentaires pour dire que Ramaphosa, comment il peut être mou comme ça? Non, Ramaphosa est en train de bien mesurer ses forces. Avant de frapper sévèrement le Rwanda, il va falloir pour lui qu'il s'assure du soutien actif de la Russie et de la Chine. Quand Ramaphosa sera sûr que la Russie et la Chine, si on peut même ajouter l'Inde, sont vraiment derrière lui, l'Iran sont derrière lui, le Venezuela derrière lui, il va frapper le Rwanda. Écrivez ça. Écrivez. Parce que le Rwanda lui a tué 13 soldats. C'est un défi, hein. Et ça fait partie des plans de provocation du Rwanda. C'est-à-dire que les patrons du Rwanda, les impérialistes occidentaux, lui ont demandé de tuer des soldats sud-africains. C'est une condition pour créer une situation où l'Afrique du Sud se précipiterait dans la guerre. Et c'est une occasion d'épuiser l'armée sud-africaine. D'attirer l'armée sud-africaine dans un conflit inextricable et interminable au Congo, afin d'affaiblir l'Afrique du Sud. Et ainsi de continuer à reprendre main sur le sous-continent. Vous avez compris? Maintenant, allons voir la réponse de Kagame. Et vous allez me dire si Kagame est normal. Si c'est Kagame qui parle, ou bien si Kagame n'est pas le perroquet de l'OTAN, de la CIA, qui sont ses maîtres, de l'Union européenne, etc., qui sont ses maîtres. Rendez-vous compte de la réponse que Kagame va donner au message mesuré, responsable et pacifique du président Ramaphosa. Regardez la réponse de Kagame. Regardez ce qu'il va faire. Déclaration du président rwandais Paul Kagame. Il dit ceci. Sur sa page Twitter, il répond à Ramaphosa. J'ai eu 2 conversations cette semaine avec le président Ramaphosa sur la situation dans l'Est de la RDC, notamment plus tôt dans la journée. Ce qui a été dit à propos de ces conversations dans les médias par les responsables sud-africains et le président Ramaphosa lui-même contient beaucoup de distorsions, d'attaques délibérées et même de mensonges. Si les mots peuvent tellement changer d'une conversation à une déclaration publique, cela en dit long sur la manière dont ces questions très importantes sont gérées. Quelques précisions importantes pour le compte rendu. Premièrement, les forces de défense rwandaises sont une armée et non une milice. Deuxièmement, la SAMI-DRC n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place dans cette situation. Elle a été autorisée par la SADC en tant que force belligérante, s'engageant dans des opérations de combat offensives pour aider le gouvernement de la RDC à lutter contre son propre peuple, travaillant aux côtés des groupes armés génocidaires comme les FDLR qui ciblent le Rwanda tout en menaçant de porter la guerre au Rwanda lui-même. Troisièmement, la SAMI-DRC a déplacé une véritable force de maintien de la paix, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qui a contribué à l'échec des processus de négociation. Et quatrièmement, le président Ramaphosa n'a jamais donné d'avertissement d'aucune sorte, à moins qu'il n'ait été prononcé dans sa langue locale que je ne comprends pas. Il a demandé un soutien pour garantir que la force sud-africaine dispose de suffisamment d'électricité, de nourriture et d'eau, ce que nous contribuerons à communiquer. Cinquièmement,
Le président Ramaphosa m'a confirmé que ce n'est pas le M23 qui a tué les soldats sud-africains, mais ce sont les FARDC. Sixièmement, si l'Afrique du Sud veut contribuer à des solutions pacifiques, c'est très bien. Mais l'Afrique du Sud n'est pas en mesure d'assumer le rôle d'artisan de la paix ou de médiateur. Et si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda traitera à tout moment la question dans ce contexte. Fin de citation, voilà la réponse de Kagame publiée sur sa page, Twitter, X. Mais c'est très grave. Quelles sont les grandes idées de Kagame? Kagame, première idée, Ramaphosa est un menteur. Kagame, lui, dit que lui, il est un homme véridique. Lui, le félon, qui entre au Congo, qui tue des Congolaises et des Congolais, qui vole le coltan pour le vendre aux Occidentaux, lui, il dit que lui, il est l'homme de vérité, alors que Ramaphosa est un menteur. Première idée. Quand Satan traite un serviteur du bon Dieu de menteur, la communication commence mal. Deuxième idée, Paul Kagame fait un compte rendu contraire du contenu de la conversation entre Ramaphosa et lui. Tout ce que Ramaphosa a communiqué comme contenu de sa conversation avec Kagame, Kagame soutient le contraire. Il dit que l'armée sud-africaine est venue aider le gouvernement congolais à combattre les Congolais qui ont pris les armes au Kivu. Ça, c'est la ruse habituelle de Kagame, c'est de dire que le M23, ce sont des Congolais qui combattent le gouvernement central, parce que le gouvernement central refuse une juste répartition des richesses avec eux. Or, ce ne sont pas des Congolais. Il y a quelques Congolais de façade, mais le M23, c'est l'armée rwandaise, c'est Kagame. La preuve, l'Union européenne n'a pas cru bon de passer un accord d'exploitation du minerai congolais avec le M23. L'Union européenne a passé un accord avec le Rwanda. Parce que l'Union européenne sait que le Rwanda, c'est le M23. Kagame est un menteur. Son premier argument est faux. L'armée congolaise ne combat pas son propre peuple. Elle combat l'armée rwandaise et son bras armé, le M23. Voilà la vérité. Kagame est un menteur. L'ONU a dit qu'il ment. Même l'Union européenne, du bout des lèvres, a dit que Kagame ment. Toutes les enquêtes internationales disent qu'il ment. Même ses amis français ont dit qu'il ment. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui donne raison à Kagame en dehors de l'Ouganda qui vole au Congo avec lui. Voilà la vérité. Deuxième idée, il dit que la force de la SADC n'est pas une force de paix. Mais qui a introduit la guerre au Congo? C'est Kagame. Kagame accuse les autres de faire ce qu'il fait. Si l'armée rwandaise restait au Rwanda, si le M23 restait dans son pays, le Rwanda, est-ce qu'il y aurait une guerre au Congo? Non. Si d'ailleurs la SADC donnait suffisamment de troupes et de moyens militaires pour contrôler complètement la frontière entre le Rwanda et la RDC, en renvoyant les Rwandais chez eux et les Congolais chez eux, est-ce qu'on n'aurait pas la paix? On aurait la paix. On parle de dôme de fer, eh bien, pour protéger Israël, mais il faut un dôme de fer pour protéger le Congo de la nuisance du Rwanda et de l'Ouganda. Et c'est pas un territoire très long et le Congo a la richesse nécessaire pour acheter les armes lui permettant de construire littéralement un dôme de fer face à ces deux États voyous qui le fatiguent. Bon. Troisième idée. Le président Ramaphosa n'a jamais donné d'avertissement d'aucune sorte, à moins qu'il ait été prononcé dans sa langue locale. Kagame se permet de se moquer de Ramaphosa en disant que Ramaphosa a peur de lui. Et que quand lui et Ramaphosa se parlent, ils parlent anglais. Et que l'anglais de Ramaphosa, là, lui, n'a jamais entendu un avertissement dedans. C'est-à-dire que Ramaphosa, on lui tue 13 soldats. Et Kagame dit que Ramaphosa n'a même pas le droit de s'énerver. Mieux, Kagame pousse plus loin le ridicule. Et il dit quoi? Le président Ramaphosa m'a confirmé que ce n'est pas le M23 qui a tué les soldats sud-africains, mais les FARDC. Incroyable. Alors que Ramaphosa a publiquement dit que ces soldats ont été tués par l'armée rwandaise et ses proxys du M23, et que d'autres soldats, d'ailleurs de l'ONU, du Malawi, de la Tanzanie, ont été tués de la même façon, et que ces pays l'ont dit, Kagame a la diabolicité de nier l'évidence. Il dit que le président de la RDC, le gouvernement de RDC, l'armée de RDC a tiré sur ses propres, ceux qui viennent l'aider à combattre les rebelles. C'est du jamais vu. Il n'y a aucune information, depuis que cette guerre a commencé, qui disent que
les forces armées de la République démocratique du Congo se sont permis de tirer sur les forces armées sud-africaines. Jamais ça n'est arrivé. Je suis ce conflit, je lis les minutes de ce conflit. Jamais ça n'est arrivé. Jamais ça n'est arrivé. On continue. Kagame continue dans sa liste de mensonges. Il dit que Ramaphosa a demandé que le Rwanda l'aide à donner à ses troupes de l'électricité, de la nourriture et de l'eau. En fait, il humilie Ramaphosa, quoi. Il dit que l'armée sud-africaine est incapable de procurer à ses troupes l'électricité, procurer à ses troupes de l'eau, peut-être même bientôt la nourriture. Et que Kagame, lui, grand seigneur, opérant au Congo, il a accepté d'aider, de communiquer ses besoins là à ses amis du M23. Mais comment on peut penser que le Rwanda ait plus de moyens militaires pour nourrir une troupe de 1000 hommes que l'Afrique du Sud? À quelle heure? Mais il n'y a qu'à regarder le budget du Rwanda et le comparer au budget sud-africain pour se rendre compte que, en fait, c'est pas Kagame qui parle. Kagame, c'est la voix de l'OTAN. C'est la voix de la CIA. C'est la voix de l'Occident, Kagame. C'est la voix de l'Union européenne. C'est pas Kagame. Kagame, lui seul, là, il ne peut pas se mettre devant Ramaphosa pour parler. Et enfin, Kagame lance un défi militaire à l'Afrique du Sud. Il dit que si l'Afrique du Sud veut la confrontation militaire, lui, il est prêt. On a tous étudié la taille de la population rwandaise. On a étudié la taille du territoire rwandais. Honnêtement, une guerre entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, est-ce que le Rwanda tient une journée? Est-ce que la capitale Kigali la tient une journée d'une guerre de confrontation avec l'armée sud-africaine? Donc, j'analyse les propos de Kagame maintenant en disant que c'est pas Kagame qui parle. Ce n'est pas Kagame qui parle. Kagame, il est la voix de ses maîtres. C'est un ventriloque. Il faut entendre la voix de l'OTAN, il faut entendre la voix des États-Unis, la voix de la Grande-Bretagne, il faut entendre la voix de l'Union européenne derrière Kagame. Il parle parce que ses maîtres lui ont garanti que l'Afrique du Sud n'osera pas l'attaquer. Il parle parce que ses maîtres ont averti l'Afrique du Sud de ne pas attaquer. Il parle parce que l'Afrique du Sud possède des informations selon lesquelles, si elle attaque dans ces conditions, il y a un piège qui lui est préparé, un peu comme on avait laissé Saddam Hussein attaquer le Koweït, pour en profiter pour attaquer justement l'Irak. Vous vous souvenez? Le piège de la première guerre du Golfe. Comment on a piégé Saddam Hussein? Saddam Hussein était fâché parce que le Koweït vendait moins cher le pétrole et faisait chuter tout le temps le prix du baril de pétrole irakien. Le petit Koweït fatiguait Saddam Hussein, qui pourtant avait aidé les Américains à détruire l'Iran pendant pratiquement 10 ans dans les années 80. Saddam Hussein informe ses parrains américains de son intention de punir le petit Koweït, qui nuit au prix du baril de pétrole. Les parrains américains de Saddam Hussein lui disent, Monsieur le Président, you can move on. Allez-y, faites. C'est votre problème là-bas. Or, en fait, ils avaient déjà préparé tout ce qu'il fallait pour taper sur l'Irak au nom d'accords de défense et de coopération militaire avec le Koweït. Dès que l'Irak a envahi, le Koweït a été envahi en une journée. Saddam Hussein n'a même pas eu besoin de combattre. Il avait déjà pratiquement pris tout le Koweït en main. Les Américains et leurs alliés britanniques sont tombés à bras raccourcis sur l'Irak. Se sont mis à le bombarder sauvagement. En disant que ils appliquaient un traité de coopération internationale et de défense avec le Koweït et qu'ils étaient les défenseurs du principe de la souveraineté des États que Saddam Hussein avait violé. Donc le Rwanda que vous voyez là est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. C'est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. Et je conclus en disant que l'Afrique du Sud ne peut pas y aller seule. Les seuls cas où l'OTAN sera obligée de reculer, c'est une situation dans laquelle plusieurs pays, panafricanistes révolutionnaires, foncent pour dégager le Rwanda, et bien, du Congo. C'est ce qui a sauvé, pour la première fois, le régime de Kabila. Quand le Zimbabwe et l'Angola sont entrés, le Rwanda et l'Ouganda ont fui. Quand ils ont vu l'armée angolaise, qui est une armée rompue à la guerre, quand ils ont vu l'armée angolaise entrer à Matadi et se mettre à remonter pour sécuriser Kinshasa et se préparer maintenant à descendre vers le Kivu, les Rwandais ont fui chez eux. C'est ce qui leur est arrivé. Quand ils ont appris qu'à l'est là-bas, le Zimbabwe mettait en place un pont militaire et que les contingents zimbabwéens allaient sauter pour leur barrer la route, Kagame a dit à ses hommes, rentrez à Kigali, c'est gâté, le truc là est gâté. Voilà pourquoi je conclus en disant,
il y a une grande solution militaire qui passe par un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à Kinshasa. S'il y a un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à Kinshasa, c'est-à-dire que si l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe sont sûrs que c'est vraiment un gouvernement panafricaniste révolutionnaire qui est à Kinshasa, ils accepteront, je pense, dans ces conditions, de prêter main forte à l'armée congolaise et de bouter l'armée rwandaise hors du sol. Et je pense que la prochaine bataille qui va agglomérer ces armées-là permettra de résoudre le problème Kagame. Parce que cette fois-ci-là, ce serait une erreur de la part de l'Afrique du Sud. Une erreur de la part, bien sûr, de l'Angola, du Zimbabwe, de se contenter de renvoyer Kagame à Kigali. Non, il faut le renvoyer de Kigali. Ce type ne doit pas être à la tête d'un État, parce que tant qu'il sera à la tête d'un État, nous n'aurons pas la paix en Afrique centrale. Mais avec le type de management politique qu'on a en la personne, je suis désolé, de Félix Tshisekedi, on est condamné à assister à l'enlisement de la situation congolaise, au pourrissement de la situation congolaise. Parce que Tshisekedi n'est pas à la hauteur des changements que j'ai soulignés. Donc je conclus ce point. Nous sommes aux portes du risque d'une grande guerre d'Afrique, presque une guerre mondiale d'Afrique centrale. Elle opposerait globalement quelles troupes? Je vois très clairement, eh bien, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se coaliser pour combattre contre le Congo et se retrouver face à une coalition de l'armée sud-africaine avec l'armée congolaise et de l'armée angolaise et de l'armée zimbabwéenne aux côtés de l'armée sud-africaine. Mais ça, ce n'est possible que s'il y a un changement à Kinshasa. Parce que les Zimbabwéens, les Sud-Africains, les Angolais savent que Tshisekedi est une mauviette, que Tshisekedi est un mollasson politique, que Tshisekedi n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire des deals sûrs, que Tshisekedi est une girouette, que Tshisekedi n'est pas un patriote panafricaniste révolutionnaire. Voilà pourquoi ils observent le pourrissement de la situation. Et ce qui risque d'arriver à tout moment, c'est un coup d'État pro-occidental à Kinshasa pour faire tomber Tshisekedi et faire semblant de reprendre la situation en main pendant que le Rwanda s'installe durablement dans le Kivu. Et en réalité, le processus qui est le plus attendu pour le peuple congolais, c'est vraiment un processus de changement, non seulement d'élite politique, mais de doctrine. Il y a des Congolaises et des Congolais valables qui savent que cela est nécessaire. Je vous invite en particulier à considérer les ouvrages qui ont été publiés par mon frère Patrice Mbeko. Mbeko a fait un travail très intéressant sur ces questions. Mais le régime, eh bien, Tshisekedi ne prend pas au sérieux les intellectuels congolais qui ont anticipé sur les difficultés géopolitiques et géostratégiques de la situation nationale congolaise. Pourquoi? Parce que il n'a pas confiance en beaucoup d'entre eux quand ils ne sont pas de l'ethnie du président. Les mêmes blocages. Quand les gens ne sont pas de l'ethnie du président, ils ne les écoutent pas. Ils ne les croient pas. Ils pensent qu'ils veulent lui donner des conseils pour le livrer et le faire tomber. Et que ce qui les intéresse, c'est uniquement le remplacer. Pauvre Afrique. Pauvre Congo. Cry, oh my beloved country. Cry. Mon espoir est qu'il y ait un véritable changement de doctrine géopolitique et géostratégique à la tête du Congo. Mon espoir est que le panafricanisme révolutionnaire de Lumumba, de Moulele et de Laurent Désiré Kabila, que ce panafricanisme redevienne la doctrine inspiratrice de la réorganisation de l'État congolais. Ce n'est qu'ainsi que l'espoir sera de retour. Eh bien, pour le moment, soutien total au peuple congolais martyrisé par les terroristes néocolonialistes impérialistes rwandais, ougandais également. Soutien total à tous les peuples africains. Et là, je soutiens le peuple congolais comme je soutiens le peuple rwandais, car je n'ignore pas que le peuple rwandais lui-même est aussi largement victime de la politique de Kagame. Kagame qui est à la tête d'un pays où l'opposition, eh bien, est un crime. Je n'oublie pas que le peuple rwandais lui-même est un peuple mis littéralement au forceps. Et j'appelle les Africaines et les Africains partout à travers le monde de dénoncer non seulement le rôle terroriste, néocolonialiste et impérialiste du Rwanda, mais le soutien de l'OTAN et de l'Union européenne, le soutien des États-Unis, de l'Angleterre, à Kagame contre le Congo. On a la responsabilité de dénoncer en documentant. Il faut dénoncer en documentant. Souligner d'abord qu'ils condamnent du bout des lèvres, mais ils ne prennent ni sanctions économiques, ni sanctions diplomatiques, ni sanctions militaires. Premier point. De deux,
ils commercialisent les matières premières congolaises avec quelqu'un qui les pille et les vole en torturant, en assassinant, en génocidant le peuple congolais. Voilà 2 arguments aisés à documenter. N'ayez pas peur, dites cette vérité partout dans le monde. Voilà pour le 2e sujet que je voulais aborder dans cette conférence. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.